Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gérald. Bonjour. Bienvenue dans cette matinale et cette dernière matinale des leaders éclairés. Donc, nous recevons aujourd'hui Gérald Karsanti, qui est président de SAP et qui va nous parler de parier sur l'humain pour changer la société. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, on est déjà très nombreux ce matin. Je voudrais remercier tout d'abord nos partenaires, donc l'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes, le magazine Décideurs qui nous accompagne au niveau national et qui publie nos matinales et qui publie nos événements, la Chambre des notaires, l'Ordre des avocats, Harmonie Mutuelle et le Crédit Mutuel Arkea, qui sont nos partenaires et ils nous accompagnent et croient au leadership nouvelle génération qui est porté par cet événement-là. Je remercie également toute la presse, comme Entreprendre, bref, Lyon Décideurs, RCF, et puis tous les institutionnels qui font rayonner l'événement, vraiment, et qui le font et qui le portent avec leur cœur, pour que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre notre événement. Donc, cette matinale est la dernière du forum, qui a commencé, je vous le rappelle, au mois de janvier, et qui va se terminer le 12 juillet avec un point d'orgue, qui est la soirée des leaders éclairés, soirée qui se passera à Lyon, et dont je vais vous parler quelques instants et vous présenter, puisque cette soirée sera sous le signe effectivement du leadership et sera en 4 temps forts, avec un premier temps fort, et ce qui fait son format qui est vraiment inédit. Premier temps fort, c'est explorer les aptitudes du leader éclairé, donc avec 7 ateliers expérientiels qui reprendront chacun, dans lequel vous pourrez, entre pairs, entre dirigeants, expérimenter plusieurs des aptitudes du leader éclairé, donc avec notamment les chevaux, avec du tir à l'arc japonais, avec de la musique, avec du théâtre, avec développer son intuition pour avoir une meilleure vision. Donc voilà, donc une expérimentation basée sur le réel, sur le ressenti, pour avoir des déclics. Ça, c'est la première chose que vous pourrez vivre entre pairs. Le deuxième point d'orgue, ce sera vivre une plongée immersive au cœur du leadership éclairé avec un regard croisé. Et nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Fanny Laitier, qui est cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, société d'investissement durable, qui, avec Denis Coquet, échangeront sur comment est-ce qu'on peut changer ces paradigmes pour réconcilier la croissance financière et la richesse humaine. Donc, vaste débat. Donc, avec ce regard croisé extrêmement qui promet d'être très, très intéressant. Et puis après, puisqu'on aura été éclairé par cette vision et ce regard croisé, eh bien, des choses très opérationnelles, des dirigeants viendront témoigner, eux, autour d'une table ronde sur leur expérience de transformation. Pourquoi et comment ils sont passés de dirigeants brillants à leaders éclairés, comment est-ce qu'on transforme son entreprise, comment est-ce qu'on change les paradigmes de son leadership et comment est-ce qu'on fait des changements culturels dans l'entreprise qui sont nécessaires. Donc voilà, c'est trop fort. Et puis bien sûr, puisqu'on l'attend tous, le 4e temps fort, ce sera un moment de convivialité. Enfin, en chair et en os, on va pouvoir se rencontrer, faire un cocktail, réseauter et pouvoir justement partager et finir cette belle soirée. Donc voilà, vous pouvez, si vous êtes dirigeant d'entreprise de plus de 150 salariés, vous pouvez vous inscrire et faire votre demande d'invitation. Cette soirée est complètement privée, elle est gratuite, mais elle est justement réservée à nos partenaires et à nous lors d'invitations privées. Voilà, donc ça, ce sera le 12 juillet. Donc, bel événement et bon point d'orgue sur ces matinales. Alors, je vais... Pour aller plus loin, donc bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints maintenant. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Christian, bonjour Muriel Acat, Muriel qui sera avec nous pour le 12 juillet aussi. Merci d'être fidèle à toutes ces matinales aussi. Bonjour Daniel, bonjour Lionel qui est de Montpellier. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette dernière matinale. Je suis Muriel Montagnier et donc je dirige le cabinet de conseil en organisation et management qui s'appelle HMR Consulting, que j'ai fondé il y a 10 ans et qui est justement au cœur des transformations, que ce soit individuelles ou collectives, à fort enjeu humain. Donc ça, c'est ce qui nous motive et nous anime tous les jours. Le Forum des leaders éclairés, auquel vous assistez par la matinale aujourd'hui, est porté par la Fabrique des leaders éclairés, qui est la marque que nous avons développée depuis 2 ans et dont la mission, au-delà de cette marque, elle est triple. D'abord, éclairer les enjeux de l'entreprise,
et apporter des pistes de solutions surtout pour y répondre. Et c'est tout l'objet du think tank que nous avons commencé à mettre en œuvre et qui grandit au fur et à mesure depuis le mois de janvier. Et puis de ces matinales avec nos grands témoins dont Gérald fait partie aujourd'hui qui justement vont éclairer dans un regard perspectiviste le leadership actuel et le leadership futur. Voilà, donc ça c'est le premier enjeu, la première mission, c'est vraiment d'apporter ces éclairages. La deuxième, c'est d'apporter du soutien, de l'aide à la vision et de la prise de décision aux dirigeants. Et pour ça, nous lançons à partir du mois de septembre des clubs de co-développement qui rassemblent des dirigeants qui pourront choisir soit de se réunir à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale, pour justement partager leurs expériences, continuer à grandir ensemble et partager leurs problématiques opérationnelles. Voilà, et ce sera, le lien, c'est qu'effectivement, ils pourront être aussi amenés à servir de caisson de résonance au think tank, puisque le principe du think tank, c'est aussi d'être très opérationnel. Et donc, voilà, la fabrique fait en sorte que non seulement on puisse y réfléchir, mais ça puisse apporter des solutions très concrètes pour les dirigeants et pour nos entreprises. Et puis le troisième point qui nous tient à cœur, et la troisième mission, c'est justement sur le comment. C'est comment on change son leadership et comment on fait cette transformation. Comment est-ce que nos équipes de dirigeantes se transforment et donc comment on révèle son nouveau leadership, le leadership nouvelle génération, et comment on déploie un système de leadership, une culture leadership qui soit adaptée à nos sociétés et à nos enjeux actuels. Et pour ça, on a créé au sein de la fabrique des parcours d'accompagnement de dirigeants et de top managers et d'équipes de dirigeantes qui bousculent les codes actuels de tout ce qui concerne la pédagogie et l'accompagnement, puisqu'on est sur des pédagogies holistiques, donc vraiment un développement sur tous les niveaux d'intelligence, pas uniquement l'intelligence rationnelle dans laquelle on a l'habitude d'être, mais par de l'expérimentation pour justement avoir des déclics accélérés et pouvoir avoir des prises de conscience beaucoup plus fortes que celles qu'on aurait si on était uniquement sur la conscience. Donc voilà, des approches vraiment très innovantes et un parcours sur un an entre pairs ou cousu main sur mesure, puisqu'on le fait de plus en plus et on est sollicité par des entreprises qui nous disent, nous, pour accompagner nos transformations et les enjeux qu'on doit avoir, eh bien, notre COMEX notre CODIR doit être complètement aligné. Donc, on veut aussi qu'ils puissent avoir toutes ces aptitudes et la fabrique leur apporte ces éléments-là. Donc, voilà ce qui nous anime et voilà ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous recevons Gérald. Donc, Gérald, je vous redis bonjour et je vous laisse. Hop, voilà, maintenant c'est vous qui êtes en lumière, Gérald. Donc, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes président de SAP France. Vous dirigez depuis plus de 20 ans des entreprises de la tech, du logiciel et des services. Donc, vous êtes vraiment en avant-garde de tout ce qu'on appelle sur la transformation numérique et pas que, mais vraiment sur ces aspects-là. Mais ce pourquoi je suis venue vous chercher, Gérald, en vous demandant de témoigner, c'est surtout que je trouve que vous êtes, moi je vous suis depuis 2016, et vous êtes quelqu'un de passionné par la transmission, passionné par le leadership, puisque vous en avez fait, vous le transmettez en étant professeur affilié à HEC Paris et à l'ESCP, pour que les nouvelles générations puissent effectivement être en avant-garde par rapport à ça. Et je sais que vous êtes engagé aussi sur la mixité. Je sais que depuis des années, vous avez cet engagement-là. Et donc voilà. Et moi, je vous connais depuis 2016, depuis la date de parution du livre dans lequel je suis tombée. Et là, je me suis dit, un jour, je parlerai avec Gérald, et un jour, je lui demanderai de témoigner, qui s'appelle Le leader du troisième type. Donc voilà. Donc vous êtes le grand témoin de cette matinale. Et vous allez justement, aujourd'hui, nous aider à prendre de la hauteur, à élargir nos horizons. On était jusqu'à présent sur un périmètre d'entreprise. Maintenant, on va prendre un peu plus de hauteur et se dire, à l'échelle de la société, qu'est-ce que c'est que le leadership? Quel leadership on peut avoir dans nos sociétés futures? Quel modèle de société future est-ce qu'on peut avoir? Donc, interroger nos sociétés de demain et la place de l'humain dans celle-ci. Donc, parier sur l'humain. Alors, avant de vous poser la première question, Gérald, je voulais simplement rappeler à nos participants, à tous ceux qui sont avec nous, que nous les invitons à interagir par l'intermédiaire du chat et à poser des questions à Gérald
parce que cette interaction, je sais qu'il en est friand et que il aura le choix de répondre à vos questions et ce qui générera beaucoup plus d'interaction. Donc, n'hésitez pas vraiment à le solliciter sur le chat. Gérald, depuis la nuit des temps, l'homme, par son génie, permet de franchir des barrières de façon insoupçonnée. Est-ce qu'il peut en être autrement demain? Alors là, d'abord, merci Muriel pour la présentation flatteuse que vous venez de faire. J'y suis sensible. Alors, moi, je pense, effectivement, quand on en avait parlé, on avait intitulé cette conférence, on l'avait tournée en fait sur le rôle de l'humain dans le futur, pour aller vers un monde différent, parce que j'ai toujours considéré que l'homme, finalement, est l'élément moteur de ce monde, par sa créativité, son génie, et ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, en fait. Et malgré le fait, comme vous l'avez rappelé, que j'ai dirigé des entreprises tech depuis maintenant, effectivement, plus de 20 ans, et dans des endroits, enfin, dans des segments qui sont connexes, mais qui sont quand même différents, le logiciel, la technologie, on va dire matérielle, technologique, il y a les services, bien sûr, en France et à l'étranger. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez dense et assez riche qui m'a permis de m'ouvrir à non seulement différents types d'entreprises, mais et aussi différentes cultures et différentes approches. Donc, et ce qui m'a convaincu, et encore une fois, malgré mon incursion dans la technologie, c'est que la technologie est fondamentale, puisqu'on ne peut pas dire que personne ne pourra dire et avancer que le progrès technologique n'a pas été le ciment de l'évolution humaine. C'est le cas, et ça depuis que l'homme est homme. Mais derrière les technologies, il y a des hommes et des hommes avec un grand H, des femmes et des hommes qui transforment le monde. Alors, et je crois que ça, c'est un ciment qui est extrêmement important. Alors, moi, ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, on vit une période, il faut bien le dire, qui est absolument passionnante. On a une chance incroyable. C'est-à-dire que, alors, elle est à la fois passionnante et elle fait à la fois peur par moments, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de toucher à des frontières dont on n'avait pas conscience il y a encore quelques temps. Il y a plein de sujets qui n'intéressaient personne. On ne parle pas de 50 ans, on parle d'il y a encore 10 ans, ça n'intéressait pas grand monde, ou alors quand ça intéressait, c'était des sujets qu'on traitait parce qu'on avait une sorte d'obligation morale ou d'image et qu'il fallait le faire. Je pense par exemple, on va y revenir un moment, je pense tout à l'heure, l'environnement, par exemple, pour prendre cet exemple. L'environnement, il y a 10 ans, bon, il y avait quelques entreprises qui le prenaient très au sérieux, mais globalement, les États s'en occupaient moyennement. Et puis, la plupart des entreprises parlaient d'environnement parce qu'il fallait en parler. Mais vraiment, la prise de conscience réelle, elle s'est faite plus récemment. Et on voit d'ailleurs que maintenant, c'est pris vraiment au sérieux. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour plusieurs raisons, là encore, mais c'est pris au sérieux. Donc, je pense qu'on est face à un moment qui va être extrêmement crucial parce qu'on va devoir traiter des sujets extrêmement sérieux pour l'avenir de nos enfants et des générations à venir, et en même temps, donc avec des risques associés, mais en même temps avec un espoir colossal, parce que peut-être que, sans s'en rendre compte, on est en train peut-être de préparer une nouvelle étape dans l'humanité. Alors, je voudrais juste rappeler que quand on regarde la façon dont l'humanité a évolué, et puis là, on n'aura pas le temps de rentrer dans trop de détails, mais en plus, c'est un sujet qui me passionne tellement que là, je pourrais en parler pendant des jours et des jours. Mais quand on regarde l'évolution de l'humanité, on se rend compte que les hommes ont progressé. Alors, au départ, attention, les transformations, on le sait, ont pris des temps colossaux, quoi, hein, parce que d'abord, il a fallu que sur le plan génétique, l'homme évolue pour se transformer et s'adapter à la nature et donc pouvoir tirer la quintessence de ses capacités, ce qui n'était pas évident. Donc, comme je l'ai dit récemment dans une conférence où on traitait ce sujet, il y a eu des différentes étapes. L'étape où l'homme s'est redressé. En se redressant, il a changé complètement la donne. L'étape où l'homme a perdu ses poils, ce qui fait qu'il a pu courir, en courant plus parce qu'il pouvait transpirer, il pouvait chasser, donc manger de la viande.
et donc se charger en protéines, donc son cerveau s'est développé. Il y a eu aussi l'étape du feu, bien sûr, le feu a été colossal comme innovation, puisque le feu a permis de cuire la viande, donc de mieux la digérer. Donc là encore, l'homme a franchi une étape. Et donc, on voit bien que l'évolution biologique et génétique a joué un rôle énorme dans l'évolution humaine. Après, il y a eu un élément qui différencie l'homme de toutes les autres espèces, c'est le fait que l'homme a besoin d'être dans une communauté. Ce qui fait, en fait, une des grands. Alors, il y a le langage, bien entendu, mais on peut dire que d'autres espèces communiquent aussi, mais communiquer avec la puissance de l'être humain, ça, il y a quand même aujourd'hui qu'Homo sapiens qui a été capable de développer un langage aussi évolué que le nôtre, à notre connaissance en tout cas. Et ça fait toute la différence. Et on le voit bien, c'était très intéressant cette pandémie, parce que cette pandémie est venue à l'encontre de ce que nous connaissons de l'humain. L'humain, pour vivre, a besoin de s'organiser, a besoin de dialoguer, a besoin des autres, a besoin de collaboratifs. Les premières cités datent du siècle avant Jésus-Christ, peut-être même avant, 8 millénaires, pardon, je dis 8 siècles. Et donc, on sait que les premières cités étaient organisées, où on passait d'une maison à l'autre par les toits. C'était donc, il y avait des rites funéraires. Donc, les hommes ont commencé à s'organiser. Si on fait un bond jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'à chaque étape, il y a eu des révolutions technologiques. Quand on est passé à l'agriculture, on a totalement changé la donne. On est passé du monde des chasseurs-cueilleurs au monde de l'agriculture. Et là, on a changé la donne puisqu'on a pu passer en mode de production. Donc, c'est là qu'on a pu constituer des villes parce qu'on avait les moyens de le faire. Bref, vous m'avez compris, mon propos, c'est de dire que le génie humain fait toute la différence. Et quand on regarde une période plus récente, c'est-à-dire, on va dire, l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on est passé par un certain nombre d'étapes, sans même en prendre toujours conscience, mais des étapes qui font que la société a évolué et en même temps que la société et en même temps que le progrès technologique, les leaders ont évolué. C'est que les leaders ont accompagné finalement ce mouvement ou alors ont été entraînés par le progrès technologique. C'est difficile toujours de savoir qui entraîne l'autre. Moi, je pense que c'est un effet d'auto-entraînement où, en fait, la révolution technologique, un nouveau progrès technologique génère des talents qui sont inspirés, qui ont de nouvelles idées, qui eux-mêmes mettent d'autres technologies et d'autres progrès techniques sur la table, génèrent d'autres motivations et ainsi de suite. C'est une roue vertueuse qui fait que le monde évolue. Alors évidemment, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, tout le monde s'empresse de dire que ça se fait au détriment de l'humain, et parfois ça s'est fait au détriment de l'humain. Sur un plan microéconomique, ou en tout cas micro, oublions économique pour le moment, sur un plan micro, il peut y avoir des périodes qui sont très fracturantes pour des générations parfois entières, ou en tout cas où l'adaptation est très compliquée. Il est clair qu'entre, par exemple, la première et la deuxième révolution industrielle, où la période a été très longue, ça ne s'est pas fait sans casse. Mais on voit bien aussi qu'entre la deuxième et la troisième révolution industrielle, je rappelle que la troisième révolution industrielle, c'est l'Internet en 95. Là, le cycle, c'est un tout petit peu raccourci, mais il était quand même très, très long. On parle de plusieurs décennies, bien sûr. Mais ça s'est fait, là encore, avec beaucoup de casse sur le plan humain, parce que il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à s'adapter à ces nouvelles technologies. Il faut se rappeler qu'en 85, donc 10 ans avant la troisième révolution industrielle, on assiste à l'émergence des premiers PC. Je crois que, sincèrement, j'y travaillais à l'époque, IBM a été le premier à sortir le premier PC, on appelait ça le Personal System. C'était une machine énorme. On l'appelait d'ailleurs, je crois, le transporteur, quelque chose comme ça. Enfin, il portait ce nom-là, ou similaire. C'est-à-dire que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'était une espèce de grosse boîte, il fallait vraiment être assez costaud pour la transporter. C'était pas du tout le PC portable qu'on connaît aujourd'hui. Mais n'empêche que ça a été les premiers PC. Intéressant de voir d'ailleurs que certains y ont cru tout de suite en se disant ça va changer la donne, puis d'autres pas du tout. On se rappelle par exemple de Olsen, qui était le fondateur d'une société fantastique qui s'appelait Digital Equipment à l'époque, qui a été plus tard racheté
au final, est arrivé dans le groupe Hewlett-Packard, que j'ai eu le bonheur de diriger également, après on est passé par l'étape Compaq, mais Olsen, qui avait été un génie, puisqu'il avait créé Digital Equipment en bousculant complètement la donne et en bousculant IBM, en particulier, pendant quelques années, tout d'un coup déclare à la presse que finalement, lui, il ne croit pas du tout au PC et qu'il pense que ça va être un feu de paille et que les PC ne rentreront jamais dans les foyers. Et puis, on sait comment ça s'est terminé. 2 ans plus tard, il est racheté. Et voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans l'humain, c'est qu'il y a une force absolument phénoménale, mais il faut, et moi, c'est un premier message que je voudrais passer, il faut accepter ses limites. C'est-à-dire que je pense que nous sommes tous faillibles, on a tous besoin des autres, on a besoin de l'intelligence collective pour progresser. Or, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies? Eh bien, depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, enfin, depuis l'après-guerre jusqu'à, oui, on peut dire presque aujourd'hui, on peut dire presque aujourd'hui, nous avons assisté à l'émergence de leaders, alors, qui sont là depuis la nuit des temps, mais qui se sont renforcés, et je vais vous dire pourquoi, l'émergence de narcissiques, de leaders extrêmement narcissiques, voire pendant des périodes, ce qu'on appelle des leaders narcissiques dominants. Alors, avant de rentrer dans ce sujet-là qui me tient à cœur, parce que ça va nous permettre de parler de leadership, et puis ensuite de revenir peut-être de façon différente sur la société et ses challenges, il faut se rappeler que la société est passée par différents types de courants. Tout d'abord, il y a eu on a eu en fait une période que moi je qualifierais de la période de la pensée. La période de la pensée, c'est une période. Alors attention, je vais donner 3 types de périodes pour essayer de décrypter ce qui, selon moi, avec ma vision, attention, vous pouvez ne pas la partager, bien sûr, vous pouvez la compléter, ne pas être d'accord, c'est juste ma vision. Mais je pense qu'on a eu 3 grands mouvements depuis l'après-guerre qui ne sont pas qui ne remplacent pas l'autre, c'est-à-dire qu'ils se chevauchent, ils se complètent, mais il y a quand même une tendance qui s'est faite. La première tendance, c'est donc la pensée. Et la pensée, on est avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on est dans une industrie très forte, la France en particulier, mais l'Europe en particulier aussi. Mais en même temps, ce qui dirige, curieusement, alors que l'industrie est assez puissante, l'Europe a vu l'émergence de sociétés qui existent toujours pour certaines et qui ont été des grands noms, qui sont des grands noms, mais en même temps, ce sont les penseurs, les intellectuels qui dominent le monde. Rappelez-vous de vos lectures et de vos études. Avant la guerre, ce qui fait la gloire dans les familles, pour les enfants, ce n'est pas de faire maths sup, maths spé ou des études scientifiques, c'est de faire cagne hippocagne, des études littéraires, de passer le fameux bac philo. C'est ça qui est le must du must. Et les hommes politiques et la plupart des grands dirigeants sortent des écoles philosophiques, le normal sup, viennent des formations littéraires ou de droit. Et c'est ça qui fait l'essence du leadership de l'époque. Et puis, il y a eu cette Seconde Guerre mondiale qui a vraiment fracassé le monde. Et là, on rentre dans la deuxième période que je qualifierais après la période de la pensée, on rentre dans la période de la logique. Et pourquoi? Parce que il faut reconstruire le monde, il faut reconstruire l'économie, il faut reconstruire toute la société. Il faut reconstruire toute la société qui est un peu détruite, l'industrie par terre. Et donc, on va rentrer dans une période qui va aller des années 50, 60, 70. C'est les fameuses, bien sûr, 30 glorieuses, où là, ce qui va dominer le monde, ce sont des ingénieurs. C'est les ingénieurs qui vont prendre le pouvoir, parce que justement, le matériau qui est devant nous est beaucoup plus technique, beaucoup plus organisationnel. Il faut structurer le monde, il faut structurer les entreprises, donc on a un management qui va aussi changer. On passe dans un management. Alors il y a beaucoup d'entreprises familiales, on est dans un management très hiérarchique, très paternaliste, où on parle de chef d'entreprise, tout comme on parlera tout au long de ces décennies de chef de famille. On y reviendra tout à l'heure aussi. Et là, on rentre dans une période de logique. Et cette logique va se prolonger longtemps, puisque même dans les périodes qui suivent les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années 80 et jusqu'à la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 95, eh bien, on a plutôt un autre profil qui émerge, ce sont les financiers qui vont prendre le pouvoir, mais des financiers qui viennent des mêmes types de formations. C'est souvent des ingénieurs qui ont fait des MBA ou
ou des profils de ce type-là, en tout cas des profils assez scientifiques, donc assez structurés. Et on se souvient que l'informatique, qui est née vraiment, qui a pris naissance, on va dire, entre les années 60, puis 70, où ça s'est structuré avec les hypercalculateurs, les premiers hypercalculateurs, les cartes perforées bien sûr avant, etc. Eh bien, l'informatique va peu à peu apporter une structuration des entreprises. Mais la plupart du temps, dans les années, jusqu'à la fin des années 60, même 80, milieu des années 80, l'informaticien, il était dans son coin, il gérait l'entreprise, c'était de l'informatique de production, et personne ne comprenait rien à ce qu'il faisait. Tout le monde se disait on a besoin de lui parce que sans lui on est foutu, mais personne ne comprenait vraiment rien. Et puis, dans les années 80-90, c'est les financiers qui prennent le pouvoir. Souvent, l'informatique leur est rattachée. Et pourquoi? Parce qu'on voit dans l'informatique, et ça c'est très important de s'en souvenir, parce qu'on oublie ce genre de choses, mais ça structure le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on voyait dans l'informatique un centre de coût. C'est-à-dire qu'on se disait, il faut automatiser, on n'a pas le choix. Beaucoup clamaient que ça allait détruire des emplois, et c'est vrai que ça a détruit des emplois, mais ça en a créé beaucoup à côté. Donc au final, le bilan est plutôt positif, mais ça a été très fracturant et un peu difficile à vivre pour certaines personnes et générations, ou certains métiers en tout cas. Mais c'est ce à quoi on a assisté. On a assisté à un changement qui, du coup, a été extrêmement important pour la société que nous vivons aujourd'hui. On s'est dit, l'informatique, c'est un centre de coûts, ça n'est que ça. Et puis, il y a eu 10 ans, vous voyez, entre la 3e révolution industrielle et la 4e que nous vivons actuellement, qui a commencé la 4e à peu près au milieu des années 2000, c'est-à-dire 2007, pratiquement juste à l'après, ou en même temps, on va dire, que la crise des subprimes et la crise économique et financière qu'on a vécue en 2008-2009, on voit l'émergence des nouvelles technologies. Et là, pour le coup, ce sont de vraies technologies qui, en gros, permettent de tout faire. Si on prend un exemple, on va prendre Uber. Quand Uber apparaît, Uber apparaît parce que c'est totalement technologique. C'est-à-dire que c'est une application sur un smartphone qui est super perfectionnée, qui permet de réserver une voiture en un rien de temps, d'avoir à l'époque un service d'une qualité qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui d'ailleurs au passage, et personne ne se souciait de l'aspect social du modèle. Tout le monde ne voyait que l'innovation technologique. Derrière que ça entraîne une sorte de, moi que j'appelle de misère sociale d'une certaine façon, mais ça n'est pas forcément que négatif parce que ça a quand même permis à certaines personnes de trouver un job, d'avoir un minimum de revenus. Donc mon propos n'est pas que négatif, mais il n'est pas non plus positif totalement. C'est-à-dire que je pense que personne s'est soucié de structurer. Il a fallu attendre. C'est même pas encore le cas totalement aujourd'hui. Donc on imagine la lenteur qu'il y a. Finalement, la technologie va beaucoup plus vite que les réformes sociales et juridiques. Le droit ne va pas à la même vitesse. Et c'est sans doute aussi un souci dont il faudrait également discuter. Mais donc, jusqu'à cette 4e révolution industrielle, où je rappelle que là, on assiste au blockchain, l'intelligence artificielle, le machine learning, les objets connectés, l'intelligence artificielle, le machine learning, toutes ces technologies qui transforment le monde et qui permettent justement d'avoir n'importe quel type d'application sur une tablette ou un smartphone et qui évidemment changent complètement les choses. Jusqu'à alors cette période va durer 10 ans. C'est pas très courte, entre la 3e et la 4e. Mais ça va tout changer. Pourquoi? Parce que là, on assiste justement, après la pensée, après la logique, on arrive dans ce que j'ai appelé la création. C'est-à-dire que là, on retourne à quelque chose qui est un intermédiaire entre la logique et la pensée. C'est une vague d'innovation absolument phénoménale, où d'abord les formations s'effacent progressivement. Alors, attention, hein, je ne dis pas que c'est pas encore un problème. Moi, je trouve que, par exemple, en France, on a la puissance des formations est beaucoup trop forte. Et il faudrait. Alors, je suis très, très fier de nos grandes écoles. Hein, je ne dirais pas l'inverse, et on pourra en parler aussi. Mais en même temps, il faut laisser le talent émerger. Certaines personnes qui ont beaucoup d'intelligence et de talent n'ont pas la chance de pouvoir, n'ont pas eu la chance d'avoir le parcours qui les emmène vers une grande école, alors qu'ils en avaient largement les capacités. Il faut être conscient de ça. Et inversement,
il y a beaucoup de gens qu'on connaît tous, il faut être lucide, qui ont fait des très grandes écoles et qui n'ont pas été forcément très innovants par la suite. Donc, il faut tout relativiser. Et moi, je trouve qu'actuellement, avec la créativité et la création au sens général du terme, on voit émerger tout un ensemble de possibilités et de talents qui créent des entreprises, qui créent des startups, qui révolutionnent le monde et, je l'espère, même dans la politique. On aura l'occasion, Muriel, de revenir là-dessus tout à l'heure, parce que je pense qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est que l'entreprise a totalement changé en quelques années, est en train de changer de façon considérable depuis quelques années. Je ne pense pas que ce soit la même chose dans le monde politique. Et je pense que c'est ça qui devrait nous attendre demain. Et pour ça, il y a un certain nombre de règles qu'il va falloir voir émerger si on veut que notre société change réellement, puisque c'est un des thèmes de cette intervention, c'est l'humain pour changer la société. Donc, il va falloir qu'on discute aussi de ça. Mais pour finir là-dessus, eh bien, la création, c'est la période que nous vivons actuellement, elle voit émerger des talents très différents. Alors, vous pourriez me dire, mais on a eu une première vague de start-up à la fin des années 90, et c'est tout à fait exact, avec des idées qui étaient très similaires à celles que nous connaissons aujourd'hui. Honnêtement, quand vous regardez les idées qu'avaient les premières vagues de start-up dans lesquelles on a tous, certains comme moi, par exemple, ont investi, j'étais jeune, mais je me disais, j'y croyais beaucoup, et on a eu beaucoup de déconvenus. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est justement, on revient à mon introduction, à ce rapport entre l'humain et la technologie, c'est que lorsque les deux ne sont plus connectés, là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette première vague technologique? C'est que les idées étaient là, mais la technologie n'était pas au rendez-vous. En fait, la promesse technologique n'a pas tenu. Et donc, tout ce qu'on avait promis, on n'a pas pu le faire parce que la technologie n'était pas prête, tout simplement. Et quelques années plus tard, alors vraiment quelques années plus tard, parce qu'on parle de 5, 6 ans, 7 ans, eh bien, la technologie a totalement explosé. Alors, je vois quelqu'un qui écrit l'innovation technologique va plus vite que les innovations sociales. N'est-ce pas aussi parce que l'innovation technologique va plus vite que la pensée, ou la pensée a besoin de temps? C'est une très bonne question de Nadine, parce que c'est un peu mon propos. C'est vrai que l'innovation est absolument fondamentale. La question, elle est, comme je l'ai dit déjà, il faut adapter en permanence la société, le droit et l'environnement social à ces évolutions technologiques, ce qu'on ne fait pas toujours à la bonne vitesse. Et puis ensuite, il faut savoir ce qu'on va faire de la technologie. Parce qu'il y a des génies qui réfléchissent à de nouvelles avancées technologiques, mais qui ne sont pas toujours ceux qui peuvent structurer l'usage que l'on va faire de cette technologie. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Et d'ailleurs, on a bien vu que certaines innovations ont pu être faites par des génies, et c'est d'autres personnes qui en ont fait le succès que l'on connaît aujourd'hui. Celui qui a celui qui a parlé pour la première fois de blockchain n'est pas celui qui va mettre en place tous les usages que nous allons pouvoir tirer du blockchain avec les avantages et en palliant tous les inconvénients possibles. Donc ça, c'est un véritable sujet important. Donc on voit que, en fait, si on résume pour le moment, eh bien on voit que l'humain, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cet humain dans le titre de cette intervention, c'est que l'humain est au cœur de tout. Et c'est ça qui est fantastique. C'est ça qui doit nous redonner un espoir permanent, un optimisme permanent. C'est que c'est l'humain qui fait la différence. C'est les hommes, les femmes et les hommes dans la société un peu partout qui font que l'on est capable de transformer cette société qui en a énormément besoin. Gérald, si je peux t'interrompre, pour compléter, j'ai vraiment une question qui me taraude, c'est d'abord, merci d'éclairer le passé, parce qu'en éclairant le passé, souvent, on voit dans le futur. Tu parlais de ruptures à la fois des ruptures d'écosystèmes, des ruptures technologiques, en fait, qui entraînent, et des ruptures de mindset, en fait. Pour reprendre un terme anglais, la difficulté, c'est la traduction en France, elle est pas, j'arrive pas à trouver, est-ce que c'est exact? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ces changements-là, tu vois, pour quelqu'un qui devrait observer les signaux faibles comme tu le fais, pour avoir une vision sur l'après, comment tu observes? Tu observes d'abord les mindsets ou tu observes l'écosystème? Est-ce que ça commence d'abord par des changements de mindset et ensuite, ou est-ce que c'est l'écosystème qui fait que les mindsets évoluent, en fait? C'est peut-être l'histoire de la poule et de l'œuf, mais comment toi tu vois les choses? Comment tu ressens ces signaux faibles pour te dire là, il y a un changement
et on va revivre une autre rupture? Alors, moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à analyser ce qui se passe autour de moi. Alors, j'ai la chance de diriger des entreprises et d'avoir des équipes autour de moi. J'ai toujours eu la chance d'avoir des équipes autour de moi fabuleuses, des collègues avec qui on a une richesse de dialogue. Tout ça, ça compte dans une vie. On pourra en reparler sur la façon dont les leaders évoluent dans le temps. On sait qu'on évolue par les rencontres que l'on fait, par le mimétisme aussi, on va prendre, picorer les qualités qu'on voit à droite, à gauche, et c'est ce qui fait qu'après, on devient différent. Je crois qu'il faut, quand on est… Alors, si on veut un jour être un leader éclairé, puisque c'est ça, c'est une bonne expression. J'aime bien d'ailleurs le terme leader éclairé, je trouve ça génial, parce que c'est vraiment ça, c'est être leader d'abord, comme je le rappelle souvent. Ça n'est pas… on ne peut pas décréter être leader. C'est pas vous qui décidez, pas moi qui peux décider si je suis un leader ou pas. C'est pas vous qui pouvez le décider non plus. C'est les gens qui vous voient en leader ou pas. Et d'ailleurs, après, derrière le mot leadership, il peut y avoir beaucoup de sous-définitions. On peut être un leader avec un effet d'entraînement sur les autres. On peut être un leader inspirationnel. On peut être un leader d'idées. On peut être un leader qui manage 20 000 personnes, comme un leader qui manage une équipe de 5 personnes, comme un individu seul, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste un leader d'opinion. Le leadership prend des définitions très différentes. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas vous qui décidez. Comme je le dis souvent, la définition la plus courte qui existe du leadership, le leader, c'est celui qu'on a envie de suivre. Donc, dans le mot, il y a quand même envie, bon, et puis il y a suivre. Et donc, ça, c'est important, mais j'aime bien le mot éclairé parce que c'est peut-être de ça dont on manque le plus. C'est de personnes qui ont une espèce d'ampoule dans la tête pour analyser le monde qui est autour d'eux et en même temps une lampe torche devant eux pour tracer la route. Et c'est un double éclairage finalement. Sachant que pour avancer, il faut idéalement ne pas compter que sur sa lampe torche, mais compter sur celle des autres. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être éclairer votre route comme des lampadaires tout au long de la route que vous prenez. Et ça, quand on a compris ça, je pense qu'on a compris pas mal de choses. Alors, moi, ce qui m'a fait dans le temps, d'ailleurs, ce qui m'a fait écrire mon 5e livre, Leader du 3e type, c'est que, comme on en parlait, Muriel, précédemment, en fait, c'est une idée qui m'est venue il y a très longtemps, en 2004. Alors, ça remonte vraiment à loin. Et vous aviez raison de me dire, Muriel, qu'à cette époque-là, si j'avais publié ce livre, je pense qu'il n'aurait pas rencontré un succès fabuleux. En tout cas, les idées n'auraient pas percolé comme elles ont pu mieux marcher en 2016, pour une raison simple, c'est que, et je pense ça marchera encore. Bah, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, le livre intéresse peut-être encore plus aujourd'hui qu'en 2016. Donc, ça prouve bien qu'il faut le temps de la maturation. Mais en 2004, ça aurait fait un flop, je pense, parce que tout le monde voyait bien qu'il y avait des choses qui marchaient pas bien. Il ne faut pas oublier qu'on venait de vivre quand même l'éclatement de la bulle Internet, donc ça avait quand même un peu marqué, mais en même temps, bon, l'économie était repartie, donc tout allait bien. On oublie vite les crises. On verra comment ça se passera l'après-pandémie, mais on oublie vite les crises. Regardez, en 2008, honnêtement, on pensait qu'on était à la fin du monde. Le système financier était en train de s'effondrer. On a des banques comme Lehman Brothers qui ont déposé le bilan. Enfin, on a vécu des choses incroyables. Et pour autant, l'économie est repartie de plus belle. Et quelques années plus tard, 2012, 2013, on avait même oublié qu'il y avait une crise. Donc, je pense que c'est aussi une force de l'humain, c'est qu'on est capable de dépasser les problèmes, de les contourner. Mais en même temps, il faut en tirer un apprentissage. Et je crois que en 2004, j'ai eu cette première conviction en assistant à une conférence à Oxford d'un professeur de la Harvard Business School, Michael Maccoby, qui était venu nous expliquer que les leaders étaient de profonds, depuis l'histoire de l'humanité, des profonds narcissiques, dominants, et que c'était ça un des grands problèmes de la société, parce que ces narcissiques, on n'arrivait plus à les contrôler, mais qu'en même temps, il n'y avait pas d'alternative. C'était un peu comme quand les financiers nous disent aujourd'hui, c'est le fameux, il n'y a pas d'autre choix possible que de placer en action.
Vous savez, c'est le fameux, je crois que c'est l'acronyme RINA, pas d'autre choix que de passer en action, no alternative. Et bien là, il nous disait finalement, les narcissiques, c'est un problème, mais en même temps, c'est les seuls qui ont les vraies caractéristiques du leadership. En fait, je fais une petite parenthèse rapide, mais qui permettra de poser le débat pour la suite. La théorie de Michael Maccoby, que j'ai ensuite reprise, et pour arriver à une conclusion un petit peu différente, c'est que Michael Maccoby a pris la théorie de Sigmund Freud, qui est une théorie qui s'appelle la théorie des types libidinaux, et l'a appliquée, ça a été un des premiers, pas le seul, mais un des premiers à l'appliquer au monde du leadership. Et il a dit, en fait, finalement, il y a 3 types de personnalités, les érotiques, les obsessionnels et les narcissiques. Et en gros, si je fais court, l'érotique, c'est celui qui a besoin de créer un environnement propice au développement individuel. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, pour faire simple. L'obsessionnel, c'est quelqu'un qui a besoin de dominer ou de manager par sa compétence. Donc, il a besoin d'être respecté. À la limite, être aimé est un plus pour lui, mais ce n'est pas son moteur. Son moteur, c'est le respect de sa compétence. Et puis, le narcissique, lui, il a besoin d'être suivi et il a besoin d'être admiré. Alors, ça n'a rien à voir avec le sentiment d'amour que l'érotique recherche, parce que l'érotique, pour être aimé, il a besoin de créer un cocon qui va faire que tout le monde se sente bien. C'est ce qui fait que les érotiques, on développe, au sens de ce point de vue-là, développent des environnements qui sont plutôt sympathiques et qui sont de bons environnements pour travailler sur des sujets importants. Le narcissique, lui, il ne cherchera que la performance et son succès, d'abord le sien en priorité, et donc il a besoin d'être adulé, admiré. Quand on a compris ça, on se dit, Michael Maccoby dit en gros, les obsessionnels ne peuvent pas être des leaders, c'est toujours des numéros 2. Les érotiques ont des caractéristiques intéressantes, mais ça ne peut pas être un type dominant. Il faut qu'il soit le second type, parce qu'en fait, on n'est jamais un et un seul type, on est une combinaison d'au moins 2 types. Donc, il dit en gros, on a beaucoup de narcissiques dominants, et il dit quand on aura des narcissico-érotiques, avec une dose d'érotisme, ce sera déjà pas mal. Et moi, j'ai renversé la tendance en disant, les narcissiques dominants, c'est sans doute le leader du premier type. Ce que Maccoby appelle les narcissico-érotiques, c'est-à-dire la caractéristique érotique commence à se développer chez les leaders, mais en restant dominé, entre guillemets, ou secondaire, c'est ce que j'ai moi appelé le leader du deuxième type. Et le leader du troisième type, c'est quand le type érotique devient dominant et que le narcissisme reste parce qu'il est important. Attention, il faut garder en tête que le narcissique a des qualités de leadership naturelles et qu'il est important de garder cette fibre narcissique, mais il faut qu'elle soit en secondaire. Et donc, pour moi, le profil du troisième type, pour simplifier, c'est un érotico-narcissique. C'est l'inverse de ce qu'a développé Maccoby. Non pas que je veuille dire... j'ai un respect absolument profond pour Michael Maccoby, qui est un génie au niveau de l'enseignement du leadership. Simplement, je pense qu'au moment où Michael Maccoby, qui a été primé par plein de revues, McKinsey, Harvard, etc., au moment où il écrit ça, on est dans une autre époque. Ses premiers écrits datent de 1980. Donc, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, il s'est passé, numéro 1, les réseaux sociaux. Ça a totalement changé la donne. Les médias, qui ont pris une importance colossale parce qu'on n'a pas pris conscience, mais aujourd'hui, les chaînes en information continue prennent un poids considérable dans la société avec des aspects aussi négatifs dont on pourra parler. Donc, tout ça fait quoi? Ça fait que les leaders, avant, faisaient probablement les mêmes erreurs qu'aujourd'hui. Ils avaient les mêmes hésitations, les mêmes doutes, les mêmes joies, les mêmes bonheurs, les mêmes réussites. Mais le problème, c'est que maintenant, tout est mis sur les projecteurs. Donc, un leader ne peut pas y échapper. Un leader va se retrouver très rapidement sous le feu de la critique quand il commet une erreur. Quand il sort des rails, eh bien évidemment, il va être sanctionné très rapidement. Mais en même temps, s'il veut rayonner en tant que leader narcissique dominant, il a tout ce qu'il faut à sa disposition. Il suffit qu'il ait un bon directeur com qui va l'inviter sur tous les plateaux de télévision, et là, il est aux anges, je dirais, quelque part. Et il peut assumer, nourrir son égotique du matin au soir. Et vous le voyez, moi je le dis souvent, mais toute cette société ces dernières années a tourné autour de l'individu.
alors même que nous sommes à un moment où il faut faire autre chose. Mais regardez, les selfies, comment les selfies sont des… Qui n'a pas fait de selfie? Mais il y a des gens, c'est presque maladif, ils ne peuvent pas s'empêcher de se faire des selfies tout le temps. Faire des selfies, c'est quand même assez… Enfin, pour moi, ça traduit quand même quelque chose. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que ça traduit quelque chose. Le fait de vouloir à ce point se photographier dans toutes circonstances, partager avec les autres n'importe quoi. C'est-à-dire, vous prenez le train, vous photographiez, vous dites je suis dans le train, ça traduit aussi quelque chose. Et cette égotique qui est sortie de cette mise en lumière permanente traduit aussi quelque chose. Donc c'est narcissique. Ben moi, je suis arrivé à la conclusion que ils n'étaient plus adaptés à la société de demain. Ils ne sont plus adaptés à la société de demain et il nous faut trouver des leaders du troisième type. Pourquoi? Ben parce que justement, il faut mettre à partir de maintenant, peu à peu, l'individuel derrière le collectif. Les leaders de demain devront être des personnes qui feront passer leur intérêt individuel derrière l'intérêt collectif. Alors, c'est une grande phrase qui peut vouloir dire rien du tout, mais qui veut tout dire pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas que des mots sur un papier. C'est l'idée de… Alors, ça ne veut pas dire, rappelez-vous, que ce leader du troisième type aura quand même une fibre narcissique. On ne peut pas avoir des leaders qui vont guider le monde, qui vont changer la donne et qui n'aient pas quelque part une fibre narcissique. C'est impossible. Je pense que d'ailleurs, c'est même nécessaire, je crois. Je crois qu'il est nécessaire que ces personnes soient conscientes de leurs talents et de leurs différences. Parce que sinon, voilà, on n'aurait pas l'émergence de personnes qui, comme dans le passé, ont changé la donne sur tous les secteurs d'activité et tous les domaines. Donc, il faut ça. Mais il faut aussi qu'il y ait un encapsulage derrière des caractéristiques personnelles qui font qu'on va mettre sous contrôle toutes les déviations possibles du narcissisme. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont chercher la performance, mais pas au prix d'une dureté managériale, mais dans la bienveillance. On peut très bien avoir des résultats sans massacrer les gens. C'est aussi bête que ça. On peut très bien accompagner les transitions avec un regard positif, avec optimisme, et en essayant de faire en sorte que ce ne soit pas des fractures brutales. Ensuite, il faut des leaders qui vont se tourner sur les autres, c'est-à-dire qui vont dialoguer avec leurs équipes, qui vont écouter, mais au sens écoute active. Écouter ne veut rien dire en réalité. Tout le monde est capable d'écouter. Vous pouvez écouter en pensant à autre chose, mais écouter de façon active, c'est-à-dire essayer de vous dire qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne, cette personne peut changer votre vie, peut vous apporter des idées qui vont vous permettre de mieux comprendre le monde, ou en tout cas de vous développer, tout simplement. Déjà, c'est déjà un bon début. Donc, écoutez de façon active, prendre compte. Mais au final, il faudra décider. Parce qu'au final, c'est ça, le leader, c'est qu'il faut quelque chose il faut un leader qui, au final, va trancher. Et ça, c'est pour ça qu'il restera toujours, de mon point de vue, une personne dans une entreprise, dans une institution, dans une association, dans un mouvement politique ou pas. Il faudra toujours une personne qui, devant, va tracer la route. Comme vous le faites, Muriel, dans votre fabrique des leaders éclairés, où vous tracez la route, parce que d'une certaine façon, vous définissez quelque chose. Vous ne le faites pas toute seule. Il y a plein de gens autour de vous qui vous apportent une valeur colossale, mais au final, il faut bien qu'il y ait une personne qui trace la route. Et Christine, à l'instant, écrit le leader au service de quelque chose de plus grand. Alors, je ne vois pas la suite, mais plus grand que… Pour s'inspirer et inspirer les autres. Et inspirer les autres, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, on a besoin aujourd'hui, et on voit bien que les jeunes générations, mais pas uniquement, parce qu'encore une fois, on a tendance à aussi là opposer les jeunes générations avec les anciens, mais moi je le dis et je le répète et je le redirai tout le temps, il y a des gens qui à 70 ans sont jeunes d'esprit et ont des idées fabuleuses, et il y a des gens à 30 ans, ils sont vieux dans leur mode de fonctionnement, dans leur style de vie et dans leurs idées. Donc ça n'a rien à voir. Évidemment que la technologie a changé les choses, et que et ça j'en suis bien conscient que la jeunesse a pris un pouvoir par cette maîtrise technologique que les anciens ont peut-être un peu plus de mal. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas cette expérience des anciens, et c'est cette dualité, cette complétude qui peut faire la force des institutions, des États et des entreprises. Un espèce de coaching
un co-coaching. Je pense que l'INEDA a écrit parle d'intelligence émotionnelle, on y est. C'est-à-dire que on sait que l'être humain a 7 formes d'intelligence. L'une d'entre elles, c'est l'intelligence que tout le monde connaît, l'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire le fameux QI. Ça, c'est très bon pour les humains que nous sommes, et en particulier les Français, ou les Européens que nous sommes, les Français en particulier. On est des êtres très cartésiens. On s'est beaucoup retrouvés, nous, dans la deuxième étape que je décrivais tout à l'heure, la pensée, la logique, la création. On s'est très bien retrouvés sur la pensée et la logique parce que c'est un système cartésien. Et là, on est très, très bon parce qu'on aime, en France, on a toujours aimé, j'ai un problème, je l'analyse, je trouve une solution. Et c'est l'essence de notre enseignement pré-guerre et post-guerre. On est peut-être, et c'est ce qui explique qu'on a moins de startups qui réussissent au niveau mondial, on a beaucoup d'idées, on crée des idées, mais on a du mal à les transformer en entreprise parce que la création, c'est quelque chose qui est différent. Et ça fait appel à d'autres formes d'intelligence, des intelligences spatiales, temporelles, et puis l'intelligence émotionnelle, qui, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais l'intelligence émotionnelle, on s'est rendu compte qu'elle a changé les choses. L'intelligence émotionnelle a permis aux femmes et aux hommes d'appréhender le monde d'une façon très différente et de changer finalement la façon dont on voit le monde. C'est-à-dire que, exactement, Barbara dit on a besoin de redonner de la place à l'intuition. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, Muriel, vous me demandiez comment je fais. J'observe le monde, j'observe ce qui ne va pas et j'observe les leaders qui sont en place. Et je me dis, est-ce que la façon dont ils évoluent peut nous permettre de trouver des solutions à ces problèmes. Et je suis un optimiste de nature, donc j'ai du mal, quand je formule quelque chose de pas très positif, j'ai toujours tendance avant de le faire, de me reprendre 10 fois parce que j'aime pas être négatif, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je suis obligé de reconnaître que les challenges que nous avons aujourd'hui sont tels, et il y a un tel écart entre la façon dont les leaders appréhendent, et en particulier dans le monde politique, appréhendent le monde de demain. Ce n'est pas qu'ils ne le comprennent pas, attention, parce que je pense que ce serait leur faire offense absolue. Je pense qu'ils le comprennent parfaitement. C'est peut-être ça le pire d'ailleurs, c'est qu'ils le comprennent parfaitement. À la limite, on pourrait avoir une forme d'indulgence. Et je parle pas de la France, je parle global. On pourrait avoir une forme d'indulgence si les gens ne le comprenaient pas. Mais je pense qu'ils le comprennent parfaitement. Par contre, on n'a pas encore parlé d'une qualité essentielle dans le leadership, c'est le courage. Et le leadership oblige le courage. Alors, il y a 2 façons d'avoir du courage. Soit vous n'avez pas le choix du tout, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire. Alors, c'est le cas quand vous êtes dans une entreprise et que l'entreprise est en train de péricliter, qu'elle est à la limite de la rupture, c'est là que vous voyez les grands leaders qui vont sauver l'entreprise. Je vais citer un exemple que j'avais étudié et j'ai même mis un mini-chapitre sur le sujet dans Leader du 3e type, c'est Starbucks. Moi, Starbucks, j'ai découvert Starbucks grâce à ma présidente mondiale, Meg Whitman, qui dirigeait Hewlett-Packard quand j'étais le PDG de la France. Et Meg Whitman, dans une conférence internationale où on était réunis, tous les dirigeants de Hewlett-Packard Monde, elle fait intervenir Howard Schultz, qui est le fondateur de Starbucks, qui venait de sortir un livre qu'il n'avait pas écrit lui-même, mais qui avait été écrit par une journaliste suite à des entretiens. Et le livre est absolument fabuleux parce que le sous-titre en dit long, puisque le sous-titre, c'est « Comment j'ai sauvé Starbucks sans perdre mon âme ». Et en fait, Howard Schultz explique comment, en 2008, en 2000, il décide, succès fait, de se retirer des affaires et de mettre un management à sa place. Et lui, il se dit, il est temps que je prenne un peu de recul. Et puis arrive la crise de 2008, la fameuse crise que j'évoquais tout à l'heure, qui va atteindre l'économie tout entière, parce que là, c'était une vraie crise financière économique. Et Starbucks connaît une difficulté absolument monumentale, au point d'ailleurs d'être au bord de la rupture. Et il décide de revenir aux commandes de l'entreprise. Et donc, il revient. Donc, c'est une preuve de courage, mais il décide aussi en même temps de se dire, il observe d'abord. Il observe ce qui se passe. Il se rend compte que, pour faire court, que Starbucks a perdu son âme dans le sens où sa volonté au départ, c'était de faire du bon café, avec les senteurs du café, et de familiariser les Américains avec la découverte que lui-même avait faite de l'expresso.
Les Américains n'aiment pas les expressos par nature. Ils aiment plutôt les cafés avec ce qu'on appelle les cafés américains. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, donc je parle de choses que j'ai connues. Et ce n'est pas une critique, c'est simplement que les goûts sont différents. Mais lui, il a eu cette idée d'introduire le café type expresso aux États-Unis avec le succès qu'on lui connaît. Et quand il revient aux commandes, il ne se précipite pas. Il redonne son âme à l'entreprise en revenant sur les fondamentaux de sélection du café, avec une notion bio, évidemment, et de recherche des meilleurs grains. Il change complètement la donne dans les magasins Starbucks en enlevant toute la nourriture qui se faisait, qui se couvrait l'odeur du café, justement. Il change la physionomie même des magasins. Il change beaucoup de choses, en fait, dans l'entreprise. Et surtout, il décide de ne pas faire ce que les marchés attendent de lui. Il dit, je sais que ça va me coûter, je sais que je prends des risques, mais je ne vais pas sacrifier les objectifs de moyen et de long terme au prix du court terme. Et donc, je ne vais pas faire des annonces spectaculaires pour que l'action Starbucks remonte ou que les marchés soient satisfaits de Starbucks. Je vais faire ce qui est bien pour l'entreprise, pour sa survie et son développement. Alors, moi, je ne connais pas spécialement Howard Schultz, ce qu'il a fait de bien, de pas bien. Tout le monde est perfectible, mais en tout cas, ce livre-là, je vous le recommande. Moi, j'ai beaucoup appris en le lisant. Et j'ai eu la chance de côtoyer des gens je l'ai rencontré d'abord pendant cette conférence, on a échangé, et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer des gens chez Starbucks qui m'ont parlé de Starbucks pour faire justement ce témoignage que j'ai mis dans mon livre, et je pense que de ce point de vue-là, il a changé la donne. Donc un homme, une femme peuvent changer la donne totalement, mais pour faire ça, il faut être au bord, comme je disais, il faut pas avoir le choix. Il n'avait pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on l'observe, nous n'avons plus le choix. Nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons plus le choix. Il y a des sujets qu'il va falloir traiter. Alors, j'ai cité tout à l'heure l'environnement. Il faut savoir, je parlais de la genèse humaine, mais Homo sapiens est une espèce, la nôtre, qui est très récente. En fait, on a 200 000 ans, qui à l'échelle du temps, quand on revient à ne serait-ce que 3 millions d'années avant nous, on voit bien que 200 000 sur 3 millions, c'est pas grand-chose. Pourtant, Sapiens a côtoyé d'autres espèces, d'autres homos, et à chaque fois, et bien sûr les Néandertaliens en dernier, et à chaque fois qu'ils ont côtoyé d'autres espèces, ils les ont fait disparaître. C'est déjà un premier point. Alors pourquoi ? Parce que Homo sapiens a développé des qualités d'innovation et cette capacité à se créer un collectif que les autres espèces n'ont pas réussi à faire. C'est vivre en communauté, c'est ce qui a fait une grande différence entre Sapiens et les autres. Mais je crois surtout qu'il faut retenir que Sapiens, à chaque fois que Sapiens est rentré dans une nouvelle biodiversité, on a éteint des centaines de milliers d'espèces, animales, mais aussi végétales. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, c'est clair. Les Homo sapiens, à chaque fois qu'il est rentré sur un nouveau continent, sur une nouvelle terre, ça a mis du temps, mais il a réussi quand même à détruire une grosse partie de la biodiversité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que la planète est si mal. C'est parce que nous avons développé par notre système capitaliste, qui, attention, est très vertueux. On a essayé plusieurs modèles, et malheureusement des modèles catastrophiques, comme on le sait. Le modèle capitaliste qui doit évoluer est quand même le seul modèle qui ait vraiment fonctionné. Mais ce modèle capitaliste a eu aussi des inconvénients absolument drastiques, dont celui de la destruction de l'environnement. Je ne suis pas un écologiste fanatique, pas du tout. D'ailleurs, même, je vais vous dire, il y a 10 ans, je vous disais que beaucoup de gens se sont moqués et j'en faisais partie. Donc, je voyais, j'ai aucune honte à le dire. C'était pas un sujet pour moi. Attention, inversement, j'étais sensible à ce sujet, mais ce n'était pas un sujet qui me préoccupait tous les jours. Ce n'était pas un sujet sur lequel je réfléchissais tous les jours. Voilà, c'était pas un sujet pour moi fondamental. C'est ces 5 dernières années où, en me penchant vraiment sur la question, en écoutant, en fait, je vais vous dire, pour être tout à fait franc, il y a eu un déclic pour moi. C'est une série télévisée, je suis très fan de séries, et il y avait une série américaine qui s'appelait Newsroom, qui traduisait la vie d'une chaîne en continu aux États-Unis. Et il traduisait des faits réels. Et en fait, dans cette série, à un moment donné, ils interviewent
un homme qui conseillait la Maison-Blanche sur l'environnement et le climat. Et ils font état de ce qui s'est vraiment passé, c'est des faits réels. Et un jour, un journaliste, donc dans cette série, interviewe un de ses conseillers éminents, attention, quelqu'un qui écrit dans les plus grandes revues scientifiques, qui est respecté dans le monde entier pour sa pensée, ses écrits et toutes ses recherches. C'est pas quelqu'un un farfelu. Et le journaliste lui dit, mais que faudrait-il faire pour sauver la planète? Et il dit, plus rien, c'est trop tard. La planète est perdue. C'est trop tard. Quoi qu'on fasse maintenant, de toute façon, on est arrivé à un stade où on a franchi une limite qui fait que, en gros, elle est perdue. Et là, j'avoue que je me suis dit, waouh. Alors, ce que j'ai fait, quand j'ai fini cette série, j'ai été sur Internet et j'ai essayé de trouver si cet homme-là existait vraiment. Et j'ai trouvé qu'il existait vraiment. Je l'ai retrouvé et j'ai retrouvé ses conférences et j'ai retrouvé ses écrits. Et c'est effectivement ce qu'il dit. Et donc, je me suis dit, bon, alors moi, je suis un optimiste, donc je me suis dit que ça, c'était quand même peut-être exagéré. Mais en même temps, je me sens tout petit parce que je n'ai pas sa compétence. Donc, je me dis, voilà. Alors, j'ai lu aussi d'autres écrits de d'autres scientifiques qui ont des propos un petit peu moins alarmistes. Mais dans tous les cas, je me suis dit, je vais me pencher sur la question. Et quand on se penche sur la question, ben, on s'aperçoit qu'il faut s'attaquer au problème de façon très sérieuse. Il faut des leaders qui prennent des positions. Alors, c'est le cas actuellement. On peut le dire qu'au niveau mondial, il y a une prise de conscience, il y a eu la COP 2021, enfin, il y a des événements réguliers là-dessus, on travaille, on prend des décisions, mais honnêtement, si on est lucide, on se rend compte que les mesures qui sont prises et la vitesse à laquelle elles sont mises en œuvre sont très, très lentes par rapport à ce qu'il faudrait. Si on prend un deuxième sujet, la diversité homme-femme, effectivement, Muriel, vous avez rappelé que je suis très investi là-dessus. Mais je suis très investi là-dessus pour une raison très simple, c'est que c'est pas parce que, bien sûr, je le fais parce que j'aime les hommes et j'aime les femmes et que j'ai envie d'avoir autour de moi cette diversité. Mais je le fais surtout parce que c'est totalement stupide. Enfin, il y a un moment où il faut se rendre compte que exclure du monde décisionnel et pratique et managérial et politique, bien sûr, 50%, plus de 50% de la planète, en leur disant finalement, mais elles ne sont pas totalement sans action, les femmes, puisqu'elles sont quand même, elles sont derrière les hommes, elles conseillent, on voit bien qu'elles sont là, qu'elles donnent leur avis. Oui, bien sûr, elles donnent leur avis, oui, elles donnent leur avis, mais c'est pas leur avis qu'on a besoin, on a besoin d'avoir des femmes qui viennent diriger des entreprises, des États, des associations, des mouvements de réflexion. On a besoin de femmes qui viennent changer la donne. Pas qu'il n'y ait que des femmes, ce serait pas bon non plus, mais il faut qu'il y ait un mixte différent. Et donc, je pense qu'en 2021, qu'on soit encore en train de se poser ce type de questions, avec la lenteur que nous connaissons et qui fait peur, parce qu'on voit la vitesse à laquelle ça va, on se dit waouh, on a un sacré problème. Heureusement, nous avons une ministre actuellement, Elisabeth Moreno, qui fait énormément de choses. J'ai la chance d'échanger assez souvent avec elle et plusieurs maintenant amis et IES aussi, surtout d'ailleurs, qui sont dans des groupes de réflexion et qui travaillent. Et Elisabeth Moreno est en train de faire des choses, elle est en train de faire avancer des choses comme jamais auparavant, je pense. Et est-ce qu'elle aura le temps d'aller au bout? J'espère. Elle fera de toute façon, quoi qu'il arrive, autre chose derrière, mais il faut des leaders de ce type-là qui bousculent un peu et qui changent la donne. Mais la diversité homme-femme est un sujet qui est absolument vital pour nous autres. Et des sujets comme ça, eh bien, il y en a plein. Et on voit bien que, vous voyez, par exemple, le rôle sociétal de l'entreprise. Je cite souvent les travaux de Michael Porter. Bon, alors, évidemment, on connaît Michael Porter pour l'entreprise étendue, pour les 5 forces de Porter, quand on était beaucoup plus jeune, pour ce qui me concerne en tout cas. On a tous lu les livres de Michael Porter avec beaucoup d'intérêt, professeur à la Harvard Business School. Mais récemment, il a fait, je pense que c'était aux alentours des années 2015, il a sorti une théorie qui s'appelle la shared value, et qui est une théorie extrêmement intéressante. C'est-à-dire que c'est une théorie qui consiste à dire que le leader de demain devra partager la richesse pour pouvoir en tirer un profit pour sa propre entité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vaut mieux, quand vous êtes dans un microcosme donné,
redonner une partie de ce que vous avez gagné à la communauté pour qu'elle puisse investir dans des écoles, les hôpitaux, les autoroutes, etc. Et que si chaque entreprise le fait, au final, vous allez dépenser une partie de votre gain, mais vous allez récupérer une partie du gain de tous les autres. Et donc, vous êtes gagnant. Au final, vous êtes gagnant. Et le principal gagnant, c'est la société, puisqu'elle bénéficie de tous ces investissements qui vont évidemment améliorer le sort de tout le monde. Et du coup, votre écosystème va devenir extrêmement attrayant, parce que les gens vont vouloir venir travailler dans votre région, parce que les écoles seront de bonne qualité, parce que l'environnement sera plaisant, parce qu'il y aura tout le confort nécessaire, les soins de santé, etc., etc. Et donc, je pense que nous sommes arrivés à un stade où il faut, autour de nous, des leaders qui ont cette conscience collective et qui vont changer la donne. Et on disait, Muriel, tout à l'heure, qu'en politique, plus que jamais, probablement, il y a des changements à opérer. Alors, justement, je reprends ce que tu dis parce que ça m'interpelle. Et tu le dis, on est on est au moment où il faut faire une bascule, en fait. Hein. Donc, tu as expliqué d'où il faut partir, enfin, d'où on est et où on va aller. Mais comment tu fais la bascule? Parce qu'aujourd'hui, des leaders, comme tu le dis, des éroticos narcissiques ou des leaders éclairés, est-ce qu'il y en a suffisamment? Comment est-ce que, justement, tu parlais des politiques et est-ce que eux sont alignés? Qu'est-ce qui est propice à faire cette bascule? En fait, si on devait avoir un effet de levier ou une bascule, c'est quoi les facteurs qui nous permettraient de faire cette bascule-là et de l'accélérer peut-être, cette bascule? Je pense que, alors, peut-être que ça va surprendre certaines personnes, mais je pense qu'il faut redonner toute la noblesse à la politique. Je pense qu'au fil des décennies, les meilleurs ne vont pas en politique. Les meilleurs ne vont plus en politique. Vraiment, je le pense. Je pense que les meilleurs ne vont plus en politique pour plusieurs raisons. Ceux qui y vont, c'est toujours, malheureusement, enfin, pas toujours, mais pour une bonne partie, parce qu'ils veulent rentrer dans l'histoire et marquer leur temps. Donc, il y a une forme de narcissisme. Mais les meilleurs vont dans les entreprises. Ils vont gagner de l'argent parce qu'on a adulé l'argent. L'argent est devenu le moteur numéro 1 du monde. Donc, il faut faire de l'argent. Et comme avec les startups et les nouvelles technologies, on peut faire fortune pour certains, parce que pour une réussite, il y a des centaines de milliers d'échecs, enfin des milliers en tout cas d'échecs. Donc, il faut garder en tête que tout le monde ne fait pas fortune, voilà. Mais en même temps, c'est un appel fantastique. Et moi, je trouve ça bien aussi, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui, tout d'un coup, se disent « je peux changer ma vie en devenant riche ». Mais du coup, beaucoup de gens se tournent vers la finance, les marchés financiers. Beaucoup de gens se tournent vers la création d'entreprises. C'est très bien, hein, attention, je suis le premier à pousser ça. Hein, donc, je pousse l'entrepreneuriat à fond. Donc, mais en même temps, l'effet négatif, c'est que aller en politique, c'est compliqué. Alors, pourquoi? D'abord parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure, entre les réseaux sociaux et les médias, c'est une véritable boucherie pour un homme politique. Enfin, il faut quand même… On est des humains. Un homme politique, c'est un être humain. Hein. C'est juste un être humain. C'est-à-dire avec ses points forts, ses points faibles, ses qualités, ses faiblesses. Et sauf que la différence entre un homme ou une femme qui est en politique et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que l'homme ou la femme politique est sur les projecteurs à la minute où elle quitte son domicile jusqu'au soir où elle y rentre, elle est sous les projecteurs. Elle n'a pas le droit à aucun relâchement, aucune erreur. Les médias sociaux avec les chaînes continues remplissent les journaux à longueur de journée à 95% en évoquant que ce qui ne va pas. Sincèrement, c'est vraiment ça. C'est pas une critique, c'est un constat. Est-ce que c'est ce que les gens attendent? J'en sais rien. On est peut-être responsable nous-mêmes parce que peut-être qu'on auto-fabrique ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'entendre des choses ça nous rassure peut-être d'entendre des choses négatives, mais c'est ce qui se passe. Donc, en gros, un homme politique ou une femme politique, il est décortiqué des pieds à la tête, son patrimoine, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, qui il voit, ce qu'il pense pas, ce qu'il devrait. Alors, on va dire que c'est normal. Oui, parce qu'une femme et un homme politique a le devoir de transparence, mais au stade où on en est arrivé, c'est un peu fou. Et donc, quelqu'un qui veut entreprendre, alors ça, c'est la première réserve. La deuxième réserve, c'est que comme on a habitué les gens à un système politique depuis plusieurs décennies, où, on en parlait Muriel, où vous êtes élu, vous avez très peu de temps pour faire des transformations, et puis ensuite vous rentrez dans une période où vous gelez tout et vous commencez à préparer votre élection, résultat des courses, les transformations ne sont pas faites. Et puis de toute façon, au moment où vous les faites, vous avez tout le monde dans la rue, vous avez tout le monde qui conteste, il y a ceux qui sont d'accord et qui poussent, il y a ceux qui ne sont pas d'accord et qui poussent aussi.
ça devient rapidement des conflits importants. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont contre, enfin, qui manifestent le non que le oui. C'est intéressant quand même de voir que sur la réforme des retraites, quand moi je discute avec plein de gens, il y a beaucoup de gens de tous bords, de tout niveau, toute catégorie sociale, tout milieu, tout métier, qui comprennent quand on discute dans des groupes limités ou même en one-to-one, qui comprennent que la réforme des retraites est indispensable, ça me paraît évident. Là, il y a un vieillissement de la population, on n'est pas comme dans la société d'avant, on meurt beaucoup plus tard, on vit en meilleure santé, on peut travailler plus longtemps. Donc, il y a des choses paradoxales. On autorise de plus en plus de plans sociaux, alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait inciter les entreprises à garder les employés jusqu'à des âges beaucoup plus avancés, puisque justement, il faut les porter jusqu'à 65, 67 ans, et qu'ils soient heureux dans l'entreprise, et pas l'inverse. Donc, on ne réforme pas parce qu'on a peur des réactions des gens. Et puis après, voilà. Et en plus, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer aux gens. Parce que quand on dépense pour soutenir l'économie, et je pense que la France a été assez remarquable de ce point de vue-là, pour soutenir l'économie et les commerces et les entreprises, et en particulier les petites entreprises, je pense que sans ça, beaucoup d'entreprises auraient disparu tout simplement. Et il faut rendre hommage à ce qu'ils ont fait, et en particulier à ce qu'a fait Bruno Le Maire, parce qu'en injectant autant d'argent, etc., voilà, c'est impressionnant, mais ça a permis de sauver beaucoup de choses. Et ça, probablement que ça va permettre de repartir plus vite que ce qu'on avait imaginé. En même temps, c'est assez difficile d'expliquer qu'on a mis, je ne sais plus combien, les chiffres partent à 150 milliards, 200 milliards, mais on a mis des sommes absolument incroyables dans le monde. On parle de sommes beaucoup plus ahurissantes que ça. Regardez les plans de Biden, Joe Biden, 1900 milliards, etc. Et en même temps, on va faire une réforme de retraite pour gagner quelques milliards, 2-3 milliards par an, peut-être un peu plus, mais en tout cas des sommes qui n'ont pas, c'est pas la même échelle. Donc c'est compliqué à expliquer aux gens comment on peut injecter autant d'argent d'un coup pour sauver, se sortir d'une pandémie, mais en même temps, il faut refondre le système. Les gens disent, on peut se le payer, on a les moyens, on a pu injecter 200 milliards, on peut continuer à… Donc il faut du courage. Il faut aussi expliquer, il y a quelque chose de très didactique, et il faut être dans la bienveillance et l'accompagnement. Il faut quand même comprendre que tout le monde n'a pas le même niveau d'information, tout le monde n'a pas la même appréhension du monde pour demain, et donc il faut beaucoup de pédagogie, ce qui malheureusement n'est pas toujours fait, mais il faut aussi des personnes qui s'inscrivent dans un temps et qui se disent, voilà, ce qui compte, je reviens là-dessus, c'est le collectif et pas l'individuel. Donc, même si ça me dessert, je vais faire les transformations que je pense utiles. Donc, regardez ce qui se passe en politique. Je ne parle pas que de la France, encore une fois, hein, je suis très large, mais les gens ne sont, à part sur la dernière élection aux États-Unis, regardez, on va en parler dans un instant, mais les hommes politiques ou les femmes politiques ne sont plus élus sur des programmes. Ils sont élus sur des personnalités. On se dit… et ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas en Angleterre, ça a été le cas en France, ça a été le cas un peu partout. Donc, on met au pouvoir des gens sur ce que l'on pense qu'elles sont. Mais on ne regarde plus dans le détail ce qu'elles veulent faire. Or, le propre d'un leader, c'est bien sûr d'inspirer, c'est super important, mais c'est aussi quand même, moi je dis souvent, un leader, c'est quelqu'un qui inspire, mais qui est capable de comprendre le secteur dans lequel il agit, si c'est l'État, c'est un État, et qui est capable de faire arriver les trains à l'heure. Un leader doit être capable de faire arriver les trains à l'heure, sinon, c'est qu'un leader inspirationnel éventuellement. C'est un leader qui va impressionner, mais la fois suivante, quand vous allez le voir sur scène et qui va vous expliquer de nouveaux concepts, vous allez dire, il a de très bonnes idées, mais il n'a pas mis en œuvre du tout ce qu'il a dit. Dans ce cas-là, il faut se positionner comme un leader d'opinion, ce qui est autre chose. Donc, je pense que si on revient sur les États-Unis, moi, c'est vrai que, honnêtement, j'étais un peu perplexe au moment de cette élection américaine, parce qu'on avait d'un côté un président qui était très controversé, même si entre nous, il n'a pas fait que des choses mal. Il faut être honnête, il y a eu des choses qui ont été faites. Par exemple, son investissement dans les vaccins ont permis aux États-Unis de dominer cette partie-là aujourd'hui, et ça explique une partie de la sortie de crise. Mais on était quand même confronté à quelqu'un de très clivant,
avec les désavantages qu'il avait, face à un homme qui approchait les 80 ans, et on se disait, waouh, le choix va être un peu cornélien et très difficile. Et la réalité, c'est qu'on voit que Joe Biden avait un plan qu'il a expliqué pendant les élections, enfin en tout cas que son équipe a expliqué de façon très détaillée, et que depuis son arrivée au pouvoir, et là je ne fais pas de politique, hein, honnêtement, je ne suis pas américain et je me garderai d'avoir des opinions, enfin j'en ai, mais je ne les partagerai pas comme ça dans une conférence, mais je dois reconnaître une chose, c'est que la façon, là je commente le leadership de l'homme, ce qu'il est en train de faire est assez incroyable. C'est-à-dire que la façon dont il a géré la pandémie pendant les 100 jours qui ont suivi son élection, c'est assez fabuleux. Bon, c'est beaucoup les Américains. Les Américains, quand ils font des bêtises au début, quand ils comprennent qu'ils ont fait une bêtise, ils mettent en place un plan d'action et après, l'exécution, généralement, est exceptionnelle. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, exceptionnel. Ensuite, il a fait arriver des plans de relance de façon très rapide. Et puis, récemment, il vient de réussir à mettre en place cette fameuse taxe d'entreprise internationale. C'est impensable. On aurait dit ça il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Personne n'aurait cru qu'un président américain ait pu imposer ça au monde. Et tout le monde s'est plié à ça. C'est très rassurant et c'est très, ça peut nous rendre très optimistes parce qu'on se dit que pour une fois, en plus venant de l'antre du capitalisme, on peut se dire que c'est quand même encourageant parce qu'on se dit que ça veut dire que les États, les hommes, les femmes peuvent se retrouver, se parler et prendre des décisions qui peuvent avoir du sens. Alors, on est loin de ce qu'il faudrait faire idéalement, mais c'est un pas qui est quand même assez important. Et je pense que ce qui fait que Joe Biden est en train d'avancer à pas cadencé, après on jugera dans le temps si son action a été réussie ou pas, on jugera dans le temps si ça a été de belles actions ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas être réélu. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a 1 an, 2 ans peut-être pour faire des transformations, et peut-être même 3, parce que du coup, comme lui, il ne veut pas être réélu, enfin bon, il essaiera de faire en sorte qu'un candidat démocrate lui succède, donc il sera forcément à un moment donné obligé de stopper ses grandes transformations, mais il a au moins 2 ans où il peut vraiment changer la donne parce qu'il n'a pas d'agenda personnel. Il fait passer le collectif avant l'individuel. On revient à ça. Encore une fois, pas de position politique dans mes propos, simplement, je pense que c'est de ça dont on souffre le plus. Il nous faut des leaders qui vont prendre à bras le corps la transformation du monde, la transformation des entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans les entreprises, moi, je connais plein de leaders, hommes et femmes, et beaucoup de femmes qui sont de la génération, on va dire, de 35 à 50, si on prend une fourchette un peu plus large, qui ont des talents absolument fabuleux et qui sont en train d'arriver à des postes. Soit elles y sont déjà, soit elles sont à la lisière d'être sur des postes de CAC 40. Alors, CAC 40, on en est loin pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais du SBF 120, elles sont juste dans le râteau d'en dessous, mais elles vont arriver. Et puis, des hommes qui ont des talents incroyables. Et il y en a, des fameux leaders du troisième type, ils émergent. Et alors, dans la génération des 28-35 ans, moi je coach beaucoup de personnes, y compris chez SAP, on a des talents absolument phénoménaux, et bien là, il y a des leaders du troisième type, c'est clair. Et donc, ça me rassure beaucoup. C'est pour ça que je reste un vrai optimiste. Je pense que le monde va vers quelque chose de meilleur. C'est une obligation. Donc, parce que l'humain va permettre de transformer la société à nouveau, par le génie, par l'innovation et par tout ce qui va suivre, bien entendu. Gérald, vous savez que, donc, si je comprends bien et j'ai bien compris, le modèle de société de demain, que ce soit le modèle d'entreprise comme le modèle de société, il doit être collectif, le collectif au service de l'humain, en fait, pas l'individu comme on l'a connu, et le leader charismatique, comme tu dis, c'est changer nos modèles. Et donc, si je comprends bien, c'est ce socle-là. Donc, que je partage vraiment bien avec toi. Mais comme vous disiez au départ, Gérald, il y a, quand vous expliquiez dans l'ordre, il y avait les cerveaux rationnels, enfin, il y avait le logico et rationnel. Il y a la finance, enfin, quand vous expliquez les étapes, il y a la finance.
avec le système capitaliste. Et puis, donc, comment est-ce qu'on fait cette bascule? C'est-à-dire qu'il va y avoir des résistances. Alors, moi, j'aime pas parler de nouveau monde et ancien monde, etc. Je trouve que c'est un peu galvaudé, mais toute transformation, il y a des résistances. Donc, comment on fait ces facteurs de résistance, en fait? Comment on peut faire pour les faire basculer? Est-ce que c'est le rôle, comme tu dis, des politiques? Quel rôle a le politique pour le faire? Quel rôle a le chef d'entreprise? Est-ce que c'est le chef d'entreprise qui va, est-ce que c'est demain les entreprises, et comme vous disiez tout à l'heure, les générations montantes qui vont justement peut-être être en avant du politique, ou est-ce que le politique va faire un rattrapage, ou à quel niveau ça va se jouer, à votre avis, dans l'évolution future de nos modèles de société? Parce qu'il faut qu'il y ait va falloir aussi compter avec il y a peut-être d'autres modèles ou d'autres personnes qui rêvent à d'autres modèles, ou ceux qui veulent rester sur le modèle ancien, parce qu'effectivement, il y a aussi les avantages. Alors, oui, je pense que c'est une très bonne question. Comment va-t-on faire ça? Je pense que, alors je reprends et je poursuis, je pense qu'il faut redonner ses lettres de noblesse à la politique. Ça veut dire qu'il faut réencourager des talents à aller dans la politique. Et des talents diversifiés. Quand on voit le mal qu'on a en France à se dire qui va pouvoir être dans l'élection présidentielle, c'est quand même assez affligeant d'une certaine façon. Quand on voit tout le talent qu'il y a en France et qu'on n'est pas capable d'avoir 10, peut-être 20 personnes qui pourraient être des candidats potentiels à l'élection présidentielle, et on se dirait, ça a du sens, ça a du sens. Alors, il y en a qui l'ont, mais on sent qu'ils veulent pas y aller. Et puis ceux qui veulent y aller, et puis il y en a qui veulent y aller, et on se dit, ce serait mieux qu'ils n'y aillent pas. Et on cherche des talents. Donc il faut redonner la noblesse à la politique. Pour ça, il faut comprendre ce qui bloque aujourd'hui certaines personnes pour y aller. Donc ça, c'est le point, je crois, qui va être le point numéro 1. Ensuite, il va falloir, moi c'est pour ça que je trouve que cette taxe qui a été décidée au niveau global par tous les pays, je trouve que c'est quand même un moment important, parce que on voit bien que dans cette mondialisation, il n'est pas possible à un État, Emmanuel Macron, avec toute sa modernité, son efficacité ou son action, qu'elle soit jugée positive ou négative par les uns et les autres, peu importe, tout seul, il peut rien faire. Il peut rien faire. C'est pas possible. La France peut pas changer le monde. Même les États-Unis ne peuvent plus, tout seul. Donc, il faut que ce soit un collectif. Et donc, il faut qu'il y ait des personnes qui vont penser le monde de demain. Par exemple, la mondialisation. Est-ce qu'elle doit garder cette forme telle qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut que cette mondialisation évolue vers autre chose, peut-être en prenant plus conscience des qualités intrinsèques de chaque pays? Moi, je suis convaincu qu'une Europe forte est indispensable, parce que je suis convaincu que, regardez, l'Europe est fracassée entre les États-Unis et l'Asie, et elle a du mal à s'en sortir. On a très peu d'industrie. J'ai la chance de présider SAP, qui est la première capitalisation européenne technologique, la première, à peu près 150 milliards d'euros de capitalisation. La deuxième, c'est Dassault Systèmes, qui est française, donc Cocorico. SAP est allemande d'origine. Mais déjà, Dassault, on est plutôt à 40-50 milliards. Et ensuite, on descend très, très bas. On est à 5 milliards. Et donc, alors qu'aux États-Unis, des sociétés qui pèsent 150 milliards, il y en a plein. Et puis après, on passe sur les mastodontes. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience que l'Europe a besoin d'être unie pour faire bloc face aux autres continents. Tout seul, la France ne peut pas réussir. C'est impossible. C'est même évident à comprendre. Mais en même temps, on voit bien que cette mondialisation telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, et le poids qu'on a laissé au marché financier, et cumulé au fait que on est dans une information continue qui broie en fait un peu tout. On a besoin de réformer tout ça. On a besoin d'avancer dans quelque chose de plus serein, où on se dit qu'il faut poser les problèmes et des gens qui puissent les régler. Alors, est-ce que c'est utopiste? Non, je ne crois pas. Justement, je vous dis, j'ai trouvé que les avancées que nous venons de faire montrent que c'est possible. Tous ceux qui disaient, on aurait dit il y a quelques mois, un président américain va dire il nous faut une taxe homogène et que tout le monde soit d'accord, on aurait dit impossible, ça n'arrivera jamais. C'est arrivé. Donc, ça veut dire que on est capable de faire ça. C'est la force de l'humain. Ce que je disais au tout départ, l'humain est capable
dialogue, de se retrouver en collectif. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'être humain. Donc, je pense qu'il faut une pensée réfléchie, éclairée, on va dire, et il faut des êtres capables de mener à bien et qu'on leur laisse le temps, et il faut du courage, et donc il va falloir du courage pour ceux qui vont prendre les décisions, parce qu'on se concentre toujours sur cela, les leaders justement, mais il va falloir du courage pour ceux qui sont les suiveurs, c'est-à-dire ceux qui suivent les leaders. Pourquoi il faut du courage pour eux? Parce qu'il va falloir qu'ils soient lucides et qu'ils acceptent, eux aussi, qu'il va y avoir des moments peut-être compliqués à passer pour que ça aille mieux demain. Si on ne veut pas que le monde parte en vrille sur plein de sujets, il va falloir quand même s'en occuper. Et il va falloir quand même, on ne peut pas se passer notre temps à vouloir des choses et à se plaindre de leur contraire. On ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de femmes au pouvoir, rouspéter à chaque fois qu'on est dans une table ronde parce que ça n'avance pas, et ne pas prendre les mesures qui conviennent pour que ça arrive. On est en 2021, il n'y a quand même encore qu'une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. En politique, les femmes n'occupent pas les postes clés. Il y a très peu de présidentes ou de chefs de gouvernement femmes aujourd'hui. Christophe nous parle d'Angela Garcia Poveda, qui est la présidente indépendante du conseil d'administration de Legrand. Exact, mais c'est le conseil d'administration. Ça, c'est la loi Copé-Zimmermann qui a fait un bien colossal. Ça a été énorme et ça a permis d'équilibrer. Mais ça, c'est pas l'organe exécutif de l'entreprise. Ça, c'est l'organe de contrôle. Alors, on l'a régi par une loi. On a dit toutes les entreprises qui n'auront pas un équilibre seront sanctionnées financièrement. Alors, 40%. Alors, évidemment, toutes les entreprises ont été obligées de le faire. Donc, maintenant, avec d'autres membres, beaucoup ont poussé. Elisabeth Moreno pousse cette idée de faire la même chose pour les COMEX et de rendre obligatoire. Je n'étais pas très favorable au début parce que je trouvais qu'imposer à des dirigeants une équipe, c'est un peu dangereux. Mais finalement, je me suis rendu compte que si on ne le fait pas, on n'arrivera jamais. Donc, mais qu'on soit obligé de le faire par quota, ratio, c'est quand même assez inquiétant encore, en 2021 en tout cas. Qu'on ne comprenne pas qu'il y a une richesse collective et que les hommes tireront un bénéfice de voir des femmes arriver à leur côté pour co-diriger, c'est quand même un peu… moi, ça me questionne en tout cas. Donc voilà, je pense simplement que comment ça va arriver? Ça va arriver par des transitions, parce que de plus en plus, il va y avoir des patrons ou des patronnes qui vont arriver, qui vont prendre des positions, qui vont faire preuve de courage et qui vont faire passer leurs idées et leurs convictions et ce qui les anime matin, midi et soir avant tout le reste. Donc, ça va être difficile. Et c'est pour ça qu'il faut un renouvellement probablement une nouvelle génération de leaders dans la politique qui arrive avec d'autres aspirations. Et moi, j'y crois vraiment. Je pense vraiment qu'on y est presque. Alors, est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui, certainement, parce qu'on est en des transitions, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça va quand même aller assez vite maintenant. Parce que, comme vous le voyez, d'abord, on m'a souvent dit, mais ce fameux leader du troisième type que tu décris, Gérald, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Est-ce qu'on peut qualifier Trump de leader du troisième type? Sans faire de politique, je dirais non quand même. Boris Johnson, je ne vais pas dire oui non plus. Et ainsi de suite. Mais en même temps, est-ce à dire qu'ils font que des choses négatives? Je ne crois pas. Regardez Boris Johnson, mine de rien, il a fait un certain nombre d'erreurs, mais il a aussi repris pied. Peut-être que la maladie l'a aidé à prendre conscience qu'il avait mal agi sur la pandémie, sa propre maladie. Peu importe, on est tous capables de se transformer et d'apprendre. Mais ce qui est certain, c'est que les transitions demandent un peu de temps. Et donc, ces leaders du troisième type sont là, mais vous savez, on bascule toujours dans les périodes de transition. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale, et on a eu plein d'exemples dans l'histoire de l'humanité de ces transitions dangereuses, où en fait, quand on sent que la société va basculer vers autre chose, on a le réflexe inverse, réactionnaire, qui consiste à se dire, on a des tendances pour revenir vers quelque chose de plus qu'on maîtrise mieux, qui est plus traditionnel et qui est plus réactionnaire. Et est-ce qu'il y a des risques? Actuellement, la réponse est oui, bien sûr, on le sent bien, mais en même temps, c'est inévitable. Moi, je vous fais le pari, alors il faudra peut-être attendre encore les 5 à 10 ans qui viennent, mais je vous fais mon pari que dans 10 ans, le monde ne ressemblera pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Regardez, c'est un bon moyen de, je sais pas, je pense qu'on arrive au terme de la conférence, donc on aurait les leaders du troisième type sont bien présents, mais ils se sentent
c'est Bien seuls dans se leur sentent. combat. Parce que Oui, oui, minoritaires. ouais, je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de parler d'un autre sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est que le leader du troisième type, il a besoin d'une équipe. Et en fait, ces leaders du troisième type, ils sont comme tout dans la politique, dans l'entreprise, partout, ils construisent leurs équipes. Et ils les construisent à leur image, c'est-à-dire qu'ils cherchent des talents diversifiés. Enfin, en tout cas, moi, je pense que les leaders du troisième type devraient chercher à se diversifier avec une équipe de talents de toute génération, de tout âge, de toute provenance d'études, de culture, pour justement avoir des équipes très diverses. Il faut savoir s'entourer, bien évidemment. Linéda a raison. Et pour les politiques, c'est pareil. En fait, il faut arrêter en politique de nommer des gens parce que c'est des gens qui nous ont accompagnés. Bien sûr qu'on a envie de récompenser. C'était Lincoln, hein, rappelez-vous, Lincoln qui, une fois arrivé au sommet de l'État américain, c'était le premier président, au lieu de gouverner avec que des gens de son parti qui l'ont poussé, il a appelé ses adversaires, parfois les plus virulents, en leur disant « On s'est combattu dans les idées, parfois violemment, on s'est opposé, on n'est pas d'accord sur tout, il y a même des sujets où on est profondément en désaccord, mais j'ai pu mesurer pendant ces campagnes et ces débats le talent que vous aviez et surtout l'amour que vous aviez des États-Unis d'Amérique. Et donc, je vais vous proposer de venir dans mon gouvernement pour piloter avec moi. On ne sera pas d'accord sur tout, mais je préfère avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur tout, mais des talents qui servent la nation. » C'est vachement beau. Et Obama, d'ailleurs, s'était inspiré de ça en reprenant cette image de Lincoln, et Abraham Lincoln. Et donc, je pense que c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de leaders qui vont construire des équipes très diversifiées et qui vont changer la donne. Voilà. Et ceci dans les entreprises, partout. Le talent et la détection du potentiel comme une équipe de rugby. Alors là on touche au rugby, alors là, on touche à mon sujet favori. Mais c'est un peu vrai dans le sport en général. Quand on construit une équipe, on va aller chercher les meilleurs talents. On ne va pas chercher forcément des gens qui sont des bénis oui-oui, des gens qui nous disent toujours ce qu'on a envie d'entendre. Et on fait attention de construire une équipe avec des vrais talents, des gens qui peuvent vraiment transformer les choses, des gens qui ont des idées novatrices, qui ont cette vision du monde demain dans des modèles différents. Moi, j'y crois beaucoup. Et je pense que c'est ce qui me rend confiant dans notre futur. C'est ce qui me rend prudent également. C'est-à-dire que je pense que plus que jamais, on n'a pas intérêt à se tromper sur les choix qu'on fait. Parce que les années peuvent compter le quadruple au moins. C'est-à-dire qu'une année peut compter pour 4 dans la perte de temps si on choisit les mauvais leaders dans le monde entier, un peu partout. Merci Gérald, vraiment super pour votre intervention, pour cette prise de hauteur, pour ce leadership et on le sait, et merci pour les messages de fond qui disent qu'effectivement on a des choix à faire et qu'il va falloir les faire en toute conscience si on veut accompagner ce monde. Ça donne encore plus d'écho à la fabrique des leaders éclairés parce qu'en fait, moi, c'est le pivot, en fait, c'est ça, en fait, hein, la vocation, c'est d'assurer ce pivot-là. Donc, ça me parle encore plus, c'est comment je fais pour que, sur le comment, on accompagne les dirigeants d'entreprise pour qu'ils deviennent effectivement ces leaders de troisième type ou ces leaders éclairés. Donc merci d'apporter ça et de conforter, enfin, ou en tout cas d'apporter ce message que que vous avez la foi dans ce qu'on est capable de faire et de le porter haut et fort. Donc, c'est un vrai message d'optimisme, un vrai message d'espoir. À nous de faire ces choix-là et à nous d'en avoir conscience et d'aller vers ça, en fait, vers plus de collectifs au service du bien commun. Je pense que c'est vraiment ça. Et vous avez évoqué la planète, mais effectivement, le people, planète et profit, c'est des enjeux. Voilà, c'est comment est-ce qu'on équilibre. Ma vision, c'est comment est-ce qu'on équilibre ces 3 dimensions-là demain dans nos entreprises ou dans nos sociétés. Et quand on aura fait cet équilibrage, on sera effectivement un peu plus armé on sera plus ce leader de troisième type avec des entreprises et un monde qui sera créatif, comme vous l'avez dit, et armé pour pouvoir pour affronter les nouveaux enjeux de demain aussi qu'on ne connaît pas encore. Donc, merci Gérald beaucoup. Merci. Juste, je voudrais remercier tout le monde pour leur participation et leur dire qu'on peut se suivre dans LinkedIn. Alors, je suis désolé parce que malheureusement, j'ai atteint le maximum de personnes que je peux accepter en tant qu'invitation. C'est que LinkedIn a un taux maximum.
d'atteindre. Par contre, on peut me suivre. Vous pouvez me suivre en cliquant en suivi. Et ça permettra de continuer le dialogue. J'essaye de faire des directs maintenant. J'ai une chaîne YouTube que je viens de créer avec des vidéos que vous pouvez aller voir. Ça s'appelle En route pour un nouveau leadership. Et voilà, je pense que c'est compliqué le leadership, hein, parce que, par exemple, gouverner un État, c'est quand même, tout le monde ne peut pas le faire, hein, loin s'en faut. Hein. Donc, c'est des talents assez rares, mais on voit bien qu'il y a plein de choses à discuter et à échanger. Et moi, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous tous. Merci Muriel pour l'invitation. Merci Gérald, merci à vous tous aussi pour avoir passé. Et je vois que vous avez vraiment inspiré tout le monde. Tout le monde est très content et de cette inspiration. Et je vous encourage effectivement à suivre Gérald parce qu'il le fait, parce que, comme je disais au départ, parce qu'il aime transmettre ses convictions, et vous l'avez vu. Et donc voilà, donc suivez-le. Et j'ai vu effectivement que vous êtes extrêmement actif, Gérald, pour valoriser ce leadership. Il y en a besoin. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour ceux qui viendront le 12 juillet. Et puis, sinon, au prochain Forum des leaders éclairés et aux prochaines matinales avec des grands témoins qu'on fera certainement l'année prochaine ou peut-être à partir de la rentrée. Voilà, on est en train de concocter ça. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci.